Hi everyone and welcome. We are joined today by Jeffrey Bonjour à Sachs tous to et discuss bienvenue. the Nous sommes developments rejoints in the aujourd'hui par Middle Jeffrey East. Sachs pour So, discuter des développements au Trump wants Moyen-Orient. Iran or Trump a s'est peace talk évidemment for présenté his sur une America plateforme de First, paix, c'est-à-dire as he won America the election, First. and Il a I, remporté among l'élection others, et, were moi comme quite d'autres, étions optimistic, assez yet optimistes. it now seems Pourtant, il semble clear maintenant that he évident has qu'il est devenu become un autre another world président du monde. president, and L'attaque the surprise surprise contre attack on l'Iran Iran ne s'est has apparemment pas seemingly not déroulée gone as comme prévu, predicted, as car Israël a Trump désormais believes the besoin United que les States États-Unis is going to get s'engagent dans la involved in the guerre, war, et and Trump semble avoir Trump donné sa appears to réponse have given his en appelant response as he maintenant now à calls on l'évacuation de Tehran to Téhéran. be evacuated Nous and voyons les États-Unis United masser leurs States capacités massing militaires dans its la région. military capabilities Qu'en in the region. pensez-vous? Attendez-vous à ce que What do you les make of États-Unis this? Do you s'impliquent directement dans la expect the guerre US contre to get l'Iran, directly ou involved cela fait-il partie des in the négociations war de Trump? against Iran, or is this part of Trump's negotiations? Well, first, I think it's only right to say. Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il est juste de dire que je ne sais pas, car je ne pense pas que l'un d'entre nous sache vraiment. J'ai été surpris par l'attaque surprise d'Israël, peut-être que je n'aurais pas dû l'être. L'attaque contre l'Iran figure à l'agenda de Netanyahou depuis 30 ans, absolument, presque quotidiennement. C'est une obsession chez Netanyahou qu'Israël entraîne les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. En même temps, souvenez-vous que juste avant que cette attaque lancée par Israël ne commence, les États-Unis avaient annoncé que des négociations entre les États-Unis et l'Iran auraient lieu dimanche, c'est-à-dire il y a quelques jours alors que nous parlons aujourd'hui, mardi 17 juin, qu'il y aurait des négociations, que les négociations avançaient, qu'elles progressaient. Ainsi, l'attaque est survenue dans le contexte de déclarations publiques concernant un processus de négociation qui non seulement était en cours, mais qui était rapporté de manière positive comme étant en progrès. La question, dans un sens très étroit, est donc la suivante. Tout cela n'était-il qu'un subterfuge pour amener l'Iran à baisser sa garde afin qu'Israël puisse attaquer, ou bien Netanyahou agissait-il de manière indépendante, entraînant ensuite Trump dans son sillage, en se fondant sur sa compréhension de la domination d'Israël sur la politique étrangère américaine. Nous n'en savons rien avec certitude. Nous spéculons de l'extérieur. On peut dire que les gouvernements actuels aux États-Unis, en Europe et en Israël sont chaotiques. Tout ce qui est dit publiquement est un mensonge d'une manière ou d'une autre. Rien n'est expliqué clairement. Rien n'est expliqué honnêtement. Il n'y a aucune cohérence d'un jour à l'autre. Il n'y a même pas de tentative de cohérence. Lorsque l'attaque israélienne a commencé, Trump n'a pas dit « Eh bien, c'était une surprise ». Il a dit « Nous étions au courant, mais nous n'en faisions pas partie ». Il n'a fait aucune allusion au fait que des négociations devaient avoir lieu 3 jours plus tard. Il n'y a aucune tentative de s'adresser au public comme à des adultes ou de manière rationnelle. Il s'agit d'un petit groupe, des gangsters en fait, qui se battent pour leur territoire de gangsters. Le reste d'entre nous sommes des spectateurs, nous demandant quand les bombes tomberont dans notre quartier, quand des proches quelque part seront tués. Nous ne sommes pas des participants à tout cela, si ce n'est en tant qu'observateurs. Fait intéressant, lorsque Trump a quitté la réunion du G7 et que Macron a apparemment déclaré que Trump retournait à Washington pour instaurer un cessez-le-feu. La réponse de Trump a été « Il ne sait rien de ce que je fais » en parlant de Macron. J'ai quelque chose de bien plus important qu'un cessez-le-feu en cours. C'est le président des États-Unis qui réprimande publiquement le président de la France avec qui il venait de se rencontrer dans un tweet public, ou plutôt une publication publique, excusez-moi, ce qui montre que même dans ce cercle supposément privilégié des puissances nucléaires, ce sont des gangsters. Ils ne se parlent pas, même entre eux de manière honnête. Donc Glenn, je dois commencer par m'excuser auprès de toi et de tout le monde. Je n'ai pas la réponse à tout cela. Ce que je peux dire sans équivoque,
c'est que le plan israélien en cours pour faire la guerre à l'Iran est très ancien. Go to war with Iran is very long-standing. That has not been hidden from view. That's been Cela n'a jamais été caché. C'est le plus grand rêve de Netanyahou depuis 1996. La philosophie et l'approche de Netanyahou consistent à dominer le Moyen-Orient en utilisant le monopole nucléaire d'Israël dans la région pour écraser, tuer, assassiner et renverser tout gouvernement qui s'oppose aux actions d'Israël. Quel est le but final de tout cela? Le but final semble être de permettre à Israël de définir ses propres frontières comme il l'entend, aussi largement qu'il le souhaite. On pourrait dire, et je l'écris sans cesse, que la manière dont Israël choisit de définir ses frontières, c'est le contrôle total du territoire de la Palestine sous mandat britannique. Ce qui signifie qu'Israël aurait le contrôle total sur Israël, Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Israel, Gaza, the West Bank and East Jerusalem. But this may be naive because Mais cela peut être naïf, car une partie d'Israël, des fanatiques religieux, se réfère au premier passage de la Bible, dans l'Ancien Testament hébreu, affirmant que Dieu a promis la terre essentiellement du Nil à l'Euphrate, ou peut-être de la mer Rouge à l'Euphrate, selon l'interprétation. Mais dans tous les cas, la revendication est bien plus vaste que la Palestine mandataire elle-même. Aujourd'hui, Israël occupe des parties du Liban, des parties de la Syrie, toute la Palestine mandataire, et nous ne savons pas où cela est censé s'arrêter. Mais la doctrine fondamentale de Netanyahou est que c'est le choix d'Israël, pas celui de quelqu'un d'autre, et que lorsque la situation se tend, les États-Unis soutiendront le choix d'Israël, parce que les États-Unis sont essentiellement sous le contrôle du lobby sioniste chrétien et juif, ainsi que du lobby israélien, qui viendront soutenir les actions d'Israël. Nous assistons à cela de manière stupéfiante. Cette année, Israël a été en guerre à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie et en Iran. Franchement, c'est incroyable. C'est une guerre sans fin. Je vais ajouter une chose de plus à cette longue réponse à votre question initiale. Quelle est leur théorie de la guerre? La théorie de la guerre est particulière. Israël est un petit pays. Il compte moins de 10 millions d'habitants, ou environ 10 millions. L'Iran en compte plus de 90 millions. Quelle est la théorie? La théorie, c'est l'assassinat et le changement de régime. L'idée, c'est la décapitation plutôt qu'une invasion militaire au sol. L'idée, c'est éliminer Saddam Hussein et l'Irak devient un vassal d'Israël. Éliminer Muammar Kadhafi et la Libye devient un vassal d'Israël. Éliminer le grand dirigeant, et alors l'Iran sert les intérêts d'Israël. Cela en soi relève d'une certaine folie. C'est une véritable démence. Et il n'est pas nécessaire de chercher plus loin que les résultats des guerres de Netanyahou. La Libye s'est-elle stabilisée? Non. La Libye est plongée dans une violence ininterrompue depuis 2011, dans une guerre ouverte, et non dans la vassalité d'Israël. La Somalie est-elle tombée sous le contrôle souhaité par Israël? Non. La Somalie est tombée dans le chaos. Le Soudan est-il tombé sous contrôle lorsque l'Amérique a renversé le gouvernement soudanais en soutenant la rébellion du Sud-Soudan? Non. De façon étonnante, le Soudan s'est non seulement scindé en deux, mais chacune de ces deux parties est aujourd'hui en guerre civile. Le Liban s'est-il stabilisé? Non. La Syrie s'est-elle stabilisée? Eh bien oui. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un État djihadiste sous contrôle israélien temporairement. Cela semble être le cas. Et l'Irak? Non. Le départ de Saddam Hussein n'a pas créé un État vassal, même si cela a créé un État occupé. Donc la théorie du changement, c'est l'assassinat et la décapitation menée par le Mossad plutôt qu'une intervention sur le terrain. Et je pense que c'est aussi la théorie du changement pour l'Iran. Détruire ce qui existait dans l'espoir que quelque chose de meilleur le remplacera. Eh bien, il ne s'agit pas seulement d'espoir. Dans leur arrogance, ils croient pouvoir diriger la situation.
L'histoire a montré, et c'était la compréhension classique depuis la Seconde Guerre mondiale, les bombardements aériens ne conduisent pas à un changement de régime, tout d'abord. Et deuxièmement, même si vous parvenez à assassiner des dirigeants, vous pouvez peut-être retarder ou différer leurs actions un peu. Mais vous n'obtenez pas le type de contrôle politique que vous pensez avoir. Vous avez mentionné le G7. Et Trump, il a critiqué ce qu'il a appelé Macron en quête de publicité. Mais ce qui était intéressant lors de la réunion du G7, c'est que tant les Américains que les Européens affirmaient tous appeler à la désescalade, à la fois en Ukraine et vis-à-vis de l'Iran. Mais cela ne semble pas très sincère. Vous avez aussi évoqué le fait qu'il y a beaucoup de mensonges. Parce qu'en Ukraine, s'ils voulaient vraiment une désescalade, quelqu'un aurait passé un coup de fil. Et aussi, concernant l'Iran, ils ont dit vouloir une désescalade, mais ils n'ont pas pu demander un cessez-le-feu. En effet, c'est dans ce contexte que Macron a déclaré que Trump allait travailler sur un cessez-le-feu, ce à quoi il a répondu avec colère. Alors, qu'est-ce que la désescalade exactement si on n'est pas prêt à envisager une réduction du conflit? Est-ce simplement des paroles ou comment comprenez-vous ce langage? L'idée fondamentale des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, s'il y a vraiment une idée, c'est que ce sont trois puissances impériales. L'idée c'est, nous fixons les règles du jeu, donc c'est nous qui déterminons l'issue d'un conflit. C'est cet état d'esprit. Bien sûr, ce n'est pas la réalité, nous sommes dans un monde post-impérial occidental, mais les puissances impériales occidentales pensent qu'elles déterminent l'issue. Et donc, dans le cas de l'Ukraine, l'idée a été que oui, il y aura un cessez-le-feu, mais selon par exemple Macron ou Starmer, l'OTAN va s'élargir et la Russie devra accepter X, Y, Z, puis A, B, C, D, E, F, G, et ainsi de suite. Il n'y a donc aucune tentative d'aborder le cœur du problème politique. Au Moyen-Orient, c'est la même chose. La partie non dite de tout cela, c'est la revendication d'Israël d'avoir son mot à dire et d'imposer sa volonté au Moyen-Orient, en termes de territoire, en termes d'écrasement, voire d'extermination du peuple palestinien, si cela devait en arriver là. Je pense qu'ils n'hésiteraient pas à le faire comme ils l'ont montré à Gaza. C'est la partie non dite. Ainsi, du côté occidental, ces puissances impérialistes pensent que l'objectif est d'imposer ce résultat. Peut-être qu'ils chipotent sur les tactiques. Mais ce qui m'a fasciné, en termes de rhétorique politique, bien que cela ne soit pas surprenant, c'est qu'Israël attaque l'Iran. Et que se passe-t-il dans la rhétorique de tout l'Occident, soi-disant, de ces pays du G7? La réaction immédiate n'est pas « Israël n'aurait pas dû attaquer l'Iran ». La réaction immédiate a été « Israël a le droit à l'autodéfense ». C'est tellement surréaliste, tellement orwellien, que cela ne tient même pas 5 secondes face à un test de propagande. Mais c'est exactement ce qui s'est passé le lendemain de l'attaque unilatérale d'Israël, dans le contexte de négociations visant à mettre fin définitivement au programme d'armes nucléaires de l'Iran avec un contrôle international. La réaction n'a pas été de dire « Pourquoi Israël a-t-il fait cela alors que des négociations étaient en cours ?» ou « Israël n'aurait pas dû faire cela », ni même de reconnaître qu'Israël l'a effectivement fait. La position affichée par l'Europe au Conseil de sécurité de l'ONU, j'en suis presque tombé de ma chaise à chaque déclaration, était qu'il ne fallait surtout pas que l'Iran escalade. Et certains des ambassadeurs qui se sont exprimés, par exemple, l'intervention absolument éhontée de l'ambassadeur danois au Conseil de sécurité, n'ont même pas mentionné qu'Israël avait attaqué l'Iran. C'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Ils n'ont même pas pu reconnaître, le lendemain même, d'une attaque unilatérale et non provoquée dans le contexte de négociations, qu'Israël avait attaqué l'Iran.
La seule déclaration faite par l'ambassadeur du Danemark était que l'Iran ne respectait pas les obligations de l'AIEA. Comme si Israël n'est même pas signataire de l'AIEA. C'est la puissance nucléaire de la région et il n'autorise jamais d'inspection. Mais l'ambassadeur danois s'est contenté d'attaquer l'Iran pour non-respect des engagements, sans mentionner les négociations, et encore moins, sans même évoquer qu'il y avait eu une attaque d'Israël contre l'Iran ce jour-là, ou les déclarations des dirigeants israéliens affirmant qu'ils tueraient les dirigeants iraniens. Personne n'a dit un mot à ce sujet. Ce G7 est donc pathétique. Vous savez, Trump est venu, il est reparti, cela n'a rien changé. C'est pathétique. Puis l'un d'eux publie quelque chose, Macron, et Trump dénigre la publication de Macron. Ce sont des enfants qui n'ont aucun respect pour nous en tant que citoyens. Et c'est triste, car ces enfants ne savent même pas jouer ensemble, même entre eux, encore moins avec le reste du monde. Mais ils ont la main sur des arsenaux nucléaires, capables de tout nous détruire, et nous n'entendons pas un mot honnête à ce sujet. Eh bien, oui, on voit l'attaque surprise pendant les négociations sur les réacteurs nucléaires en Iran, ce qui aurait dû alarmer tout le monde, vraiment. Mais j'imagine que cela a suscité la même réaction que les attaques contre la dissuasion nucléaire de la Russie il y a 2 semaines. Il n'y a rien à la place. Oui, j'ai aussi vu les dirigeants européens affirmer que, eh bien, les Iraniens sont responsables et qu'ils doivent désamorcer la situation. Et cela ressemblait un peu à ce que disait Netanyahou, car il faisait un discours en disant « Vous savez, nous avons le droit de nous défendre ». Et aussi, après un changement de régime, après avoir détruit le gouvernement iranien, les gens là-bas les accueilleraient comme des libérateurs et ils vivraient pacifiquement côte à côte après la destruction du régime. Est-ce que ces gens y croient vraiment ou est-ce simplement une rhétorique guerrière et hontée, sachant que les partenaires d'Israël vont simplement répéter sans esprit critique tout ce qu'ils disent? Je ne sais pas s'ils y croient vraiment, mais ce n'est pas la première fois qu'ils le disent. Ils le répètent depuis 30 ans. Netanyahou et ses soutiens américains ont publié en 1986 un document intitulé « Clean Break ». Clean Break expose la stratégie politique mise en œuvre depuis 30 ans, à savoir qu'Israël ne négociera pas avec la Palestine et entraînera ainsi tout le Moyen-Orient dans la guerre, en faisant intervenir les États-Unis pour servir ses intérêts, et que la clé est d'avoir en place des régimes qui accepteront cela. L'idée, depuis le début, est donc que les 5 à 10 millions de Juifs en Israël déterminent la politique des quelques 400 millions d'Arabes dans le monde arabe, et bien sûr, des chiffres bien plus importants si l'on inclut le monde islamique. Ils ont toujours dit cela, et ils ont agi en conséquence. Car chaque mot que vous avez entendu à propos de l'Iran, Netanyahou, je veux dire, a presque repris, mot pour mot, la même rhétorique à l'automne 2002, lorsqu'il témoignait devant le Congrès américain sur la façon dont il serait glorieux de renverser Saddam Hussein, comment les peuples de la région célébreraient cet événement. En fait, il a dit précisément que, lorsque vous renversez Saddam Hussein, les jeunes en Iran se rallieront à la cause, ils verront la fin du despotisme, et ainsi de suite. Et la même chose a été crue à propos de chacun de ses dirigeants, Kadhafi, Assad, Saddam Hussein, l'Ayatollah. L'idée, c'est cette pensée mythique selon laquelle il suffit de les tuer, de les remplacer, et alors les remplaçants feront ce que vous voulez. Ils se rangent derrière la ligne. Si vous me demandez s'ils y croient, je pense qu'ils y croient, parce que c'est leur stratégie. C'est pas simplement une tactique, c'est leur stratégie à long terme. Et ils ont construit tout un appareil autour de cela. Israël est, dans une large mesure, une machine d'assassinat.
Le Mossad est une organisation d'assassinat, éliminant les dirigeants qu'ils considèrent comme des opposants, croyant que cela mènera à des dirigeants qui soutiendront leur cause. Je devrais préciser d'ailleurs que cela trouve un écho aux États-Unis. Les États-Unis, avec environ 4% de la population mondiale, environ 4,1%, ont essayé de diriger le reste des 95,9% de la population mondiale. Ils le font bien sûr avec des bases militaires partout dans le monde, environ 750 bases militaires dans 80 pays. Il doit également s'appuyer sur quelque chose de plus efficace, selon lui, à savoir le changement de régime. Parce que les États-Unis n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire pour déployer leur légion romaine. Si je puis utiliser cette analogie, partout dans le monde, ils ont besoin de gouvernements qui leur sont favorables. Ils disposent de nombreux États vassaux. Les Européens sont des États vassaux de cette manière. Mais l'idée principale a été le changement de régime, car c'est l'instrument le plus important dont disposent les États-Unis. Ils ne veulent pas et ne peuvent pas être une force d'occupation, donc ils doivent imposer des régimes amis. Cela correspond, peut-être que cela correspond au modèle impérial remontant à loin, à l'idée d'installer des satrapies ou des États vassaux locaux, parce qu'on ne peut pas vraiment occuper chaque endroit si l'on vise un contrôle mondial. Eh bien, ma dernière question est la suivante. Comment cela va-t-il affecter le reste du monde? Comment la Russie, la Chine et d'autres grandes puissances vont-elles réagir à cela? Car de toute évidence, ce n'est pas un bon jour pour la diplomatie, ni pour la confiance qu'il pourrait avoir dans la diplomatie avec les États-Unis. Mais aussi, dans quelle mesure voyez-vous la possibilité que cette guerre s'étende? Parce que j'ai déjà vu certains rapports évoquant la Russie et la Chine en train de réapprovisionner l'Iran après qu'il a été attaqué. Si l'histoire peut nous servir de guide, et c'est un guide très imparfait, il faut le reconnaître, car chaque situation est différente, l'approche actuelle échouera. Soit la bravade militaire échouera d'elle-même parce qu'Israël n'en aura pas les moyens, soit même Israël et les États-Unis réunis n'auront pas les moyens de vaincre l'Iran. C'est possible. Malheureusement, je ne suis pas suffisamment expert en matière militaire pour donner un avis autorisé à ce sujet. Mais nous savons que des estimations largement exagérées de la puissance militaire occidentale font partie de cette histoire. Les États-Unis n'ont pas remporté de guerre depuis des décennies. Parfois, ils ont obtenu des victoires militaires, mais ils ont rarement réellement gagné une guerre longue. Ainsi, de l'Afghanistan au Vietnam, en passant par d'innombrables autres endroits, ce type d'approche n'a pas fonctionné. Et il se peut qu'elle échoue directement dans les combats aériens, dans la défense antiaérienne et dans la capacité de l'Iran à contre-attaquer et à détruire des sites stratégiques dans des zones peuplées d'Israël. Elle peut échouer rien que pour cette raison. Ou elle peut échouer parce que les activités nucléaires de l'Iran s'intensifient en conséquence et ne sont stoppées par rien de tout cela. Ou encore parce qu'il n'y a pas de changement de régime. Ils essayent, je pense, une décapitation non seulement de la direction militaire et scientifique, mais aussi de la direction politique. Cela a de grandes chances d'échouer, mais ce n'est pas impossible. C'est une machine à assassinat. Ils ont ciblé des drones sur des immeubles résidentiels et des étages ou appartements spécifiques. Ainsi, en utilisant les méthodes du Mossad, qui est une unité d'assassinat, ils ont réalisé certains progrès. Mais cela peut échouer. Je pense qu'il est plus probable que cela échoue. Même si cela devait réussir, cela ne permet pas d'occuper un pays de plus de 90 millions d'habitants, vaste, dispersé, diversifié et à bien des égards technologiquement sophistiqué. Il est donc rare que quelques frappes aériennes changent réellement le destin d'une politique ou d'une nation. Cela n'est arrivé que rarement.
Je crois donc que nous sommes engagés sur une voie d'un risque et d'un danger extraordinaire, avec la fanfaronnade habituelle et une surestimation des capacités israéliennes et occidentales. Israeli and Western capacity. That has been the general rule. Cela a toujours été la règle générale. Surestimer ce que l'avantage occidental apporte, car le facteur le plus fondamental de notre monde aujourd'hui est la multipolarité. La domination occidentale, ses dirigeants du G7, ne dirigent pas la situation et n'ont pas l'avantage militaire décisif pour le faire. Mais au final, chacun de ces coups et contre-coups nous rapproche de l'anéantissement nucléaire. Car la vérité encore plus fondamentale est que nous avons des armes nucléaires partout. Et non seulement l'Iran a la Russie comme soutien, mais il a aussi le Pakistan comme allié. Et l'idée que cela se résume à une démonstration unilatérale d'Israël, puissance nucléaire, contre le monde islamique, contre l'Iran, contre le monde arabe, cette illusion pourrait vraiment tous nous tuer. Eh bien, professeur Sachs, merci, mon ami. J'apprécie que vous ayez pris le temps. C'est incroyable que nous nous retrouvions dans cette situation. Je pense que tout le monde s'est rendu compte à quel point une telle attaque serait folle et insensée. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. C'était tellement fou que je ne pensais pas que cela arriverait, honnêtement. C'est ma naïveté, je dois l'admettre, car je surestime constamment l'idée d'une réponse rationnelle à nos circonstances. Et je sous-estime l'hubris, l'arrogance, les haines et la volonté de personnes comme Netanyahou de nous amener au bord de l'Armageddon nucléaire. D'ailleurs, je dois dire, et je devrais ajouter, qu'il existe un groupe, aussi étrange que cela puisse paraître, qui regarde la perspective d'un Armageddon nucléaire, hausse les épaules et dit, eh bien, tout cela relève de la prophétie biblique dans le livre de l'Apocalypse. Je reçois des courriels d'évangéliques chrétiens américains qui constituent la principale base électorale de l'extrémisme israélien. Et je reçois des lettres qui m'expliquent « Monsieur Sachs, tout cela est dans la prophétie. Et plus les choses deviennent sombres, plus ce sont des signes des temps annonçant l'Armageddon à venir. » Pour moi, c'est peut-être le point le plus terrifiant. Que certaines personnes sur cette planète considèrent réellement la perspective de l'Armageddon, non seulement avec sérénité, mais même avec attente. C'est effrayant, et il y a des millions d'électeurs américains comme cela. Aussi étrange que ça puisse paraître, je dois le dire, mais c'est la réalité. Eh bien, concernant l'aspect inattendu, j'étais en fait dans l'émission du juge Napolitano quelques heures avant l'attaque surprise. Et j'ai aussi exprimé, eh bien, une certaine hypothèse selon laquelle il n'y aurait peut-être pas d'attaque, car cela serait trop insensé. Mais là encore, j'ai eu tort. Donc merci encore, professeur Sachs. Super avec vous. That numéro Morse carry et discute.